Donc, je vais présenter ce cours qui concerne les techniques avancées, les techniques du traitement d'images et les techniques de l'intelligence artificielle. Ce cours sera étalé sur 3 volets. Je présente quelques concepts sur le domaine du traitement d'images, le domaine de l'intelligence artificielle et l'application des techniques du traitement d'images ou les techniques de l'IA, l'intelligence artificielle, en traitement d'images. On va suivre ce plan. On commence par une introduction générale sur le traitement d'images, la présentation de la notion de l'image numérique, les opérations du traitement d'images, l'intelligence artificielle, puis une sous-catégorie de l'intelligence artificielle qui sont les algorithmes bio-inspirés. On va les voir en détail. Puis une petite application qui concerne l'application d'un algorithme bio-inspiré pour un problème bien déterminé en imagerie. La première des choses, on va définir le domaine du traitement d'image. C'est quoi? C'est l'ensemble des techniques qui permet d'améliorer l'aspect visuel d'une image. Donc, il y a plusieurs domaines qui concernent l'image. Il y a le traitement d'image, il y a l'analyse d'image et la vision par ordinateur. Est-ce que vous pouvez me donner la différence entre ces 3 domaines? Traitement d'image, quelle est l'entrée? Qu'est-ce qu'on donne au système? Très bien. Une image en entrée. En sortie, vous aurez une image. Quelle est la différence? Modifiée. Donc, quelle est la différence entre l'image input et l'image output? Très bien. On va améliorer la qualité, l'aspect visuel. Donc ça, si vous avez comme input image et en sortie une autre image améliorée, donc ici on part du domaine traitement d'image. Voici un exemple d'une image bruitée. J'ai ajouté du bruit, elle est synthétique. Et l'image après filtrage. Donc ici, ça entre dans le processus du traitement d'image. Un autre exemple. Donc toujours, pour retenir la règle, input image brute, output image modifiée. Maintenant, le domaine de l'analyse d'image. L'analyse d'image, c'est l'extraction des informations significatives. Donc, en entrée, qu'est-ce qu'on donne au système? Très bien. En sortie, une information pertinente. Voici un exemple. Comme entrée, vous avez une image qui contient un véhicule, une voiture. Qu'est-ce qu'on cherche? Le numéro d'immatriculation. L'information la plus significative, c'est le matricule. Ici, on part du domaine de l'analyse d'image. Il y a un autre domaine qui est la vision par ordinateur, computer vision. En entrée, donc ici, je donne la définition, puis on va voir la description. C'est une branche de l'intelligence artificielle dont l'objectif est d'imiter la vision humaine, afin de permettre à un ordinateur d'analyser, de comprendre et d'interpréter une scène d'acquisition. Donc ici, il y a un exemple d'une image. Dans un système de vision, on va déterminer, donc on va entrer la notion de l'intelligence. Est-ce qu'il s'agit d'une personne, d'un véhicule, d'un objet? Donc il y a la notion de l'intelligence ici. Donc en entrée, qu'est-ce que vous avez? Image ou vidéo, multimédia. En sortie ici, vous avez presque une décision. Comme par exemple dans les systèmes des robots, lorsqu'ils marchent, lorsqu'il trouve un obstacle, il s'agit d'un objet, il s'arrête, soit il se tourne. Donc ici, il s'agit du domaine de la vision par ordinateur. Maintenant, si on classe les domaines, quel est le domaine du bas niveau, low level? Traitement d'image. Vous travaillez avec les pixels, le filtrage, la détection, etc. Quel est le domaine high level? Donc c'est le domaine haut niveau. Très bien, c'est la vision par ordinateur. Entre les deux, l'analyse d'image. Donc voici une classification. Exemple, reduce noise, c'est le filtrage. Pour l'analyse d'image, c'est le mid-level, c'est le niveau intermédiaire. Et le niveau le plus haut, c'est la vision par ordinateur. Le domaine du traitement d'image, c'est un domaine pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Plusieurs disciplines entrent dans ce processus. Donc ici, j'ai mis par exemple l'optique pour les capteurs, l'acquisition, etc. La physique, la médecine, sciences de vision, mathématiques. Il faut connaître les notions mathématiques. Vous manipulez des images surtout pour les notions matricielles.
C'est quoi une image? C'est une matrice. Donc, il faut connaître les opérations relatives au traitement des matrices. Donc, c'est un domaine pluridisciplinaire. Maintenant, je vais donner quelques notions sur l'image numérique. Une image numérique, généralement, l'image est un signal 2D qui représente une réalité 3D. Voici la réalité, l'objet ou la scène. Qu'est-ce qu'il y a comme outil ici qui fait la numérisation? C'est l'outil d'acquisition. Soit vous avez un capteur, une caméra, un outil d'acquisition. Qu'est-ce qu'il fait réellement? Il fait la numérisation. La numérisation. Quelle est la définition de la numérisation? Aïe. Numérisation. قريتوها كل. Physique, chimie, وكل تعرفوا la numérisation. C'est la transformation d'un signal continu vers, très bien, analogique, vers le numérique. La numérisation, elle contient deux étapes essentielles. La première, très bien, l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est quoi? C'est la division du signal. Vous avez le signal optique. On va faire des échantillons. C'est la première étape avec des pas réguliers. La deuxième étape, c'est la quantification. Donner une valeur. Par exemple, ici, je donne la valeur 8, ici, la valeur 10. Et on passe de l'analogique au numérique pour obtenir une image qui est généralement représentée sous une forme de matrice. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les images vectorielles. Je pense que vous avez hier eu le cours avec Dr Belkhayat sur les types d'images. Voici un exemple d'une image au niveau de gris. Ça veut dire quoi une image au niveau de gris? Une image qui possède 256 niveaux de gris. Le 0 représente quoi? Le noir ou le blanc? Le noir. Et 255. Pourquoi 255? C'est la valeur la plus élevée. Si vous prenez 8 bits, vous mettez 1 partout. Si vous faites la conversion en décimale, vous aurez directement la valeur 255. Donc il y a de 0 à 255, 256 niveaux de gris. Allant du noir jusqu'au blanc. Entre les deux, il y a les différentes nuances de gris. Le gris clair, le gris foncé, etc. Donc voici un exemple. Ici, la cellule, c'est 255, c'est un blanc. Ici, noir, c'est 0. Et par exemple, ici, le gris clair, il s'oriente vers le blanc ou vers le noir? Vers le blanc, donc une valeur élevée. Ici, c'est 175 ou 145. Pour les types d'images, on peut classer les images en 4 types. Image binaire, binary image. Généralement, on trouve la notion de BW, même en MATLAB. Into BW. BW, black and white, blanc et noir. Combien de bits sont nécessaires pour représenter un pixel? Vous connaissez le bit, c'est la plus petite unité de stockage de l'information. Donc, combien de bits pour représenter un pixel? Très bien, un seul bit. Pourquoi? Parce qu'il y a deux nuances. Soit 0 ou 1. Un bit suffit pour représenter le blanc ou le noir. Les images au niveau de gris, donc juste là, on a la confusion. Lorsqu'on regarde les films, les anciens films, on dit image, voilà, film noir et blanc. Donc c'est au niveau de gris. Hein. Les images au niveau de gris, chaque pixel est codé sur 8 bits, un octet. Vous avez 256 possibilités, 2 à la puissance 8. Allant la même chose du blanc, du noir, jusqu'au blanc. Voici un exemple. C'est une image, la photo de notre faculté. Les images couleurs maintenant, la définition d'une image couleur, c'est quoi une image couleur? C'est la superposition de 3 matrices RGB qui représentent les couleurs principales. Le rouge, red, green and blue. En français, on trouve la notion RVB, rouge, vert et bleu. Il y a ce qu'on appelle les images indexées. Donc, apparemment, je dis d'alikum, je suis image indexée. Une image indexée, regardez bien un exemple. Au lieu d'avoir 3 matrices R, G, B, qu'est-ce que je fais? Je vais classer la couleur du pixel dans une palette, une matrice appelée palette des couleurs. Et je vais représenter, au lieu d'avoir 3 matrices, on va mettre seulement l'indice. L'indice, c'est le numéro de la ligne de la couleur. Donc, quel est l'intérêt ici? Très bien, c'est la compression. Et c'est la base de l'ensemble des algorithmes de compression. Au lieu d'avoir 3 matrices,
On va travailler seulement avec deux. Une matrice qui contient les indices et la correspondance avec la palette de couleurs. Très bien, bien sûr. Lorsqu'on fait une transmission, très bonne remarque, lorsqu'on fait une transmission, il faut avoir les indices et la palette pour faire la correspondance. Maintenant, quelques caractéristiques de l'image, il y a ce qu'on appelle la définition d'une image. La définition. C'est quoi la définition? C'est le nombre total de pixels. Par exemple, si on prend le HD, une définition, vous dites HD, High Definition. C'est quoi la définition? C'est le nombre constituant l'image, le nombre total. Je prends un exemple, une image de 200 fois 200. 200 lignes et 200 colonnes. Quelle est la définition? 200 fois 200. Directement, c'est le nombre total de pixels. Une autre caractéristique importante, surtout pour les physiciens et les gens qui travaillent dans l'optique, c'est la résolution. La résolution. Il y a deux types de résolution. Il y a la résolution spatiale. Elle est mesurée par le nombre de pixels contenus dans une surface donnée. Donc vous êtes, par exemple, pour les physiciens, vous connaissez le système de numérisation, de résolution. Pour avoir une bonne résolution, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. L'unité, c'est PPP. Très bien, pixel par pouce en français, ou en anglais, PPI, pixels per inch. Combien de pixels dans 2,54, ou le inch, c'est 2,54 cm. Donc, pour une bonne qualité, on va augmenter le nombre de pixels dans cette unité. Voici un exemple avec une résolution 80, 40 et 10. Donc ici, 10. Donc la taille du pixel, je pense à 1 cm ou 0,5. La qualité, elle n'est pas fine. Pour une grande résolution, il faut augmenter le nombre de pixels. La deuxième résolution, c'est la résolution tonale qui concerne la couleur. Ça veut dire quoi? Combien de bits sont utilisés pour représenter la couleur? Je prends l'exemple de l'image binaire. Un seul bit. Un seul bit, vous avez combien de couleurs? Soit noir et blanc. Donc ici, on trouve une difficulté pour enrichir l'image. Donc si vous avez noir et blanc, et vous voulez représenter l'image sur 8 bits, ici, il y a différents niveaux de gris, donc on perd beaucoup d'informations. Donc je répète, il y a deux types de résolution. La résolution spatiale, PPI, PPP, pixels par inch, et la résolution tonale, c'est le nombre de couleurs utilisées. Ici, on regarde presque un exemple où on a utilisé 4 bits, 8 bits et 24 bits. Quelle est la différence? Donc, entre le premier et le dernier, quelle est la différence? Apparente. Nombre de couleurs. Nombre de couleurs, mais du point de vue qualité. Très bien, la netteté. Donc ici, on remarque qu'il y a deux bleus, foncé et clair. Pourquoi vous avez 4 bits, donc combien de couleurs de puissance 4? 16 couleurs seulement. Il y a une dégradation dans la couleur du ciel. On ne peut pas mettre beaucoup de couleurs, donc je mets le bleu foncé et clair. L'image, elle n'est pas fine. Par contre, si vous avez 24 bits, 2 à la puissance 24, c'est 65 millions de couleurs. Il faut faire ici la différence entre, donc attention, la confusion entre résolution et définition. Attention. En anglais, la définition en anglais est appelée resolution. Si on trouve le mot resolution, ça ne veut pas dire résolution spatiale ou tonale. Hein. C'est la définition, c'est le nombre total de pixels. Voici un exemple du iPhone 7. Dans la description, on trouve 1334 x 750 pixels. Resolution. Ce n'est pas une résolution spatiale ou tonale. C'est le nombre de pixels. Maintenant, les opérations du traitement d'image. Donc ici, je donne quelques généralités. Il y a ce qu'on appelle l'histogramme. C'est quoi un histogramme d'une image? L'histogramme. C'est un graphique. L'histogramme, c'est un graphique qui représente tous les niveaux de gris, de 0 jusqu'à 255. Et ici, on va mettre le nombre de pixels pour chaque niveau de gris. Exemple,
Pour le 0 dans votre image, le noir, vous avez, exemple, vous avez 50 pixels contenant la valeur 0, noir, etc. Pour le 1, il n'y a pas de pixels. Pour le 2, vous avez 60, 10, 20, etc. Le graphique est appelé l'histogramme. Quel est l'intérêt de l'histogramme? Qu'est-ce qu'il donne comme information? Allez-y. La distribution des couleurs. Bon, la position. Regardez bien, je vous donne un exemple. Une image qui contient, exemple, 20 000 pixels de couleur noire. Qui va être l'image? Imaginez. Très bien, une image sombre, noire, noire partout. Maintenant, une image qui contient 20 000 blancs et 20 000 noirs. لا ما تقدرش تقدر. Un damier, une case blanche, case noire, case blanche, case noire, case blanche, case noire. Très bien, très bien. Ah, c'est un exemple, juste un exemple. Pour le damier, juste un exemple. Ou deux zones, à une image, deux zones, noir et blanc. Donc ici, on trouve blanc et noir, le nombre entre les deux. Quelle est la somme des sommets? Qu'est-ce que ça donne? Si on fait la somme des sommets, très bien, c'est le nombre total de pixels. C'est la définition. C'est le nombre total de pixels. Mais l'histogramme, il est utilisé pour l'étude du contraste dans l'image. Regardez bien, une image peut contraster. Ça veut dire quoi, contraster? Une image contrastée. بالعربية, le contraste, بالعربية. التباين, très bien. Une image contrastée. Couleur, par exemple, le gris et le noir. Est-ce qu'il y a un contraste ici? Oui. À quoi ça vous aide? Dans quelle... Différencier. Dans quelle phase? Dans la segmentation. Dans la séparation des objets. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Bon, c'est Madame Zouebi, c'est une informaticienne. Je prends un exemple. Là, la couleur, elle est proche de la couleur du visage. Elle est proche. Lorsqu'on fait une segmentation, est-ce qu'il y a deux objets? Pour le système, il va détecter seulement un seul objet. Pourquoi il n'y a pas de contraste entre le visage et la couleur du voile? Donc là, c'est un problème. Pour avoir de bonnes qualités de traitement, il faut avoir une image bien contrastée pour bien distinguer ou caractériser les objets. C'est une caractéristique importante. Donc ici, une image peut contraster. Voici son histogramme. Ça veut dire quoi? Les pixels sont basés sur les gris proches. Est-ce qu'il y a un contraste ici? Non. Pour avoir une image bien contrastée, très bien, elle sera étalée sur l'ensemble de 0 à 255. Voilà le... Une image contrastée sera représentée par une courbe allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Maintenant, une image à très fort contraste. Laquelle? Le top. Une image noir et blanc. Noir et blanc. 0 et 255. Pour les opérations sur les histogrammes, il y a deux principales opérations qui sont l'étirement. On va étirer l'histogramme. Sans toucher l'information ou le contenu de l'image reste le même. Qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter le contraste. Voici la différence entre ces deux images. L'image avant et après étirement. Il y a une deuxième opération appelée égalisation, en anglais equalization. Il s'agit d'aplatir l'histogramme pour avoir presque les mêmes niveaux pour les mêmes valeurs ou le même nombre de fréquences pour chaque niveau. Il y a une autre opération en traitement d'image, le seuillage, en anglais thresholding. C'est quoi le seuillage? C'est une opération qui réduit l'image à deux ou à plusieurs niveaux. Voici un exemple d'une image au niveau de gris. La condition, elle est simple. Si le pixel, la valeur du pixel est supérieure à t, le pixel reçoit 1, reçoit blanc, sinon reçoit 0. Cette opération est appelée la binarisation. Voici le résultat. Il y a ce qu'on appelle le multiseuillage. On peut fixer plusieurs seuils.
Exemple, les valeurs comprises entre T1 et T2 seront affectées par un blanc et les autres valeurs par un noir. On utilise le seuillage dans quelle phase? Dans la segmentation. Donc le seuillage, c'est une étape de segmentation basique. On peut segmenter une image par seuillage. Isoler facilement les différentes régions, c'est la segmentation. Maintenant, le problème de la méthode du seuillage, c'est le choix du seuil, la valeur du seuil. Il y a plusieurs techniques. Il y a soit valeur obtenue par test, c'est une valeur empirique. À chaque fois, je donne une valeur et je regarde est-ce que le résultat est satisfaisant ou non. À partir de l'histogramme, on va choisir la valeur qui se trouve entre ces deux objets. Donc ici, il s'agit d'une image qui contient presque deux objets. Il y a la méthode automatique au-dessous. C'est une méthode programmée en MATLAB ou Octave. Très bien, c'est une méthode statistique. Elle est automatique qui donne un nombre ou une valeur optimale du seuil. L'avantage du seuillage, c'est une méthode assez simple à programmer ou à implémenter. C'est si, sinon. Vous avez un test, if, else. Moins d'informations à traiter. Au lieu de traiter 256, vous avez seulement noir et blanc. Mais l'inconvénient, c'est le choix du seuil. Comment trouver le seuil? Ici, il y a des techniques intelligentes qui utilisent les techniques de l'intelligence artificielle pour chercher la valeur du seuil. Et la perte énorme d'informations utiles. Le passage de 256 informations à seulement 2 informations. Donc, il y a une perte au niveau de pixels. Il y a la notion du bruit, en anglais noise. C'est quoi un bruit? C'est une valeur aberrante. Donc ici, je donne un exemple. Vous avez une matrice. Quelle est la valeur ici aberrante? C'est le 192. C'est une valeur. Donc ici, elle s'oriente vers le blanc. L'opération d'élimination du bruit, vous la connaissez, c'est le filtrage, en anglais filtering. Il existe plusieurs types de bruit. Ici, j'ai choisi le bruit gaussien et le bruit impulsionnel. C'est des bruits qui sont programmés. Il y a des fonctions qui permettent d'ajouter du bruit, soit en MATLAB ou dans l'ensemble des environnements de programmation. À quoi ça sert d'ajouter un bruit à une image? À quoi ça sert? Très bien, filtrage. Très bien. Donc ici, c'est pour tester vos algorithmes. Imaginez, je développe une méthode de filtrage. Comment peut-on vérifier la robustesse de notre algorithme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter le bruit synthétique, puis vous faites l'opération pour comparer les différents algorithmes. Ici, un exemple du bruit gaussien, appelé le bruit blanc. La nouvelle valeur du pixel, c'est l'ancienne valeur, plus un nombre aléatoire suivant une loi gaussienne, avec différentes valeurs de sigma. Inch'Allah, nous allons voir ça dans les TPA. C'est programmable. Le bruit impulsionnel, salt and pepper, sel et poivre, c'est une dégradation de l'image sous la forme de pixels noirs et blancs répartis au hasard. Regardez bien ici l'image originale. J'ai ajouté 5% de bruit. Ça veut dire quoi 5%? 5% du nombre total de pixels seront affectés aléatoirement soit par 0 ou 255, soit par blanc ou noir, aléatoirement. Ici, 20%, l'image est dégradée. Pour l'opération de filtrage, c'est un domaine de recherche. Il existe plusieurs algorithmes de filtrage, même les algorithmes basés sur l'intelligence artificielle qui permettent de bien filtrer une image. On distingue généralement 2 types de filtrage. Il y a ce qu'on appelle le filtre moyenneur. Vous connaissez le produit de convolution. Le produit de convolution. L'idée, elle est simple. Regardez bien. Je donne un exemple. Ici, comment éliminer le 192? La technique, très bien. Je vais faire la moyenne du voisinage des voisins. Je vais faire la somme et affecter la moyenne au pixel, au nouveau pixel. Donc, c'est une technique appelée le filtre moyenneur. Par contre, il y a un autre filtre plus optimal, qui est le filtre médian. Au lieu de calculer la moyenne de tous les pixels, je vais calculer la médiane.
la médiane, القيمة الوسطى. وسيط. Quel est ici l'avantage de calculer la médiane? Le bruit ne sera pas pris en considération. Le 192 ici, si on applique la convolution avec filtre moyenneur, va participer dans le calcul de la nouvelle valeur. Très bien. Donc, il va affecter la nouvelle valeur du pixel. Par contre, si on fait la médiane, directement, je vais choisir la valeur médiane du voisinage. C'est un filtre plus performant que le filtre moyenneur. Donc, voici un exemple. Regardez bien l'image originale, l'image bruitée, filtre moyenneur, le kernel ici est de 3 fois 3, le nombre de voisins. Donc, il y a combien de voisins? 9, 8. Il existe des méthodes optimales comme le filtre de Kani. Vous connaissez le filtre de Kani, le filtre de Derriche. Derriche, c'est un Algérien. Derriche, Rachid Derriche, oui. C'est un Algérien, من Alger, grave polytechnique. Maintenant, Rennes. Donc, il possède son propre filtre, le filtre de Derriche. L'intelligence artificielle. Donc, maintenant, pour le domaine de l'intelligence artificielle, je vais beaucoup plus parler des applications de l'intelligence artificielle. Parce que j'ai vu vos profils, la plupart d'entre vous, vous êtes des chimistes, des physiciens, des opticiens, matériaux. Donc ici, la seule informaticienne, c'est Zouawi. Donc, informaticienne, de quel département? Annab, Allah y barak. Distribué, très bien, les systèmes multi-agents, les SMA. Donc ici, je donne seulement des généralités, sans entrer dans les détails. C'est quoi l'intelligence artificielle? En français appelé intelligence artificielle, en anglais AI, Artificial Intelligence. C'est l'ensemble des technologies qui permet de simuler l'intelligence humaine. C'est la simulation de l'être humain. Donc ça, c'est l'objectif au début. Les scientifiques ont pensé à imiter l'être humain dans plusieurs tâches telles que la perception, l'apprentissage, la compréhension et la prise de décision. C'est un domaine qui remonte aux années 45, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, au début, on a imité l'homme dans deux choses. Dans la mémorisation, la capacité de mémoriser, et dans le calcul, la vitesse, etc. Maintenant, il y a des notions ou des facultés qui sont différentes entre la machine et l'homme, comme la perception. L'arabia, la perception. Idrak. Donc c'est difficile. La perception. L'apprentissage, learning en anglais. Donc l'idée de l'intelligence artificielle est d'imiter l'être humain. Ici, j'ai choisi on purpose, exprès, cette image. Je suis l'entraîneur de jeux d'échecs de l'équipe universitaire, même en civil. Donc je connais, vous connaissez le Kasparov. Kasparov, le champion du monde en 1996. C'est le meilleur joueur de toute l'histoire dans les échecs. C'est un Russe. En 1996, il a joué contre le Deep Blue. Le Deep Blue, c'est un supercalculateur développé très bien par IBM qui a 32 corps, capable d'évaluer 200 millions de positions par seconde. Donc c'est un supercalculateur, 200 millions de positions de jeux d'échecs par seconde. En 1996, Kasparov a vaincu la machine 4-2. Qu'est-ce qu'il a dit, Kasparov? L'ordinateur ne sera jamais plus fort que l'homme. Il était un peu, comment dirais-je, arrogant. En 1997, juste une année après, les ingénieurs d'IBM, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient une année à développer des algorithmes très performants et augmenter la capacité de calcul. Donc le calcul, le Deep Blue calcule et compare et choisit le meilleur coup. Sa mémoire contient 600 000 parties jouées par le plus grand maître de l'histoire, dont celle de Kasparov. Très bien. Et
Cette date, c'est une date révolutionnaire dans l'intelligence artificielle. Le Deep Blue a vaincu Kasparov. Et maintenant, tous les monteurs ou tous les logiciels de jeux d'échecs ont une capacité très élevée de calcul et de mémorisation. Il n'y a aucun humain qui peut les vaincre. Donc c'est une date historique. Maintenant, pour l'intelligence artificielle, le tout, c'est le domaine, c'est l'IA. Il est divisé en plusieurs sous-domaines. Il y a le domaine le plus connu, c'est le machine learning, l'apprentissage automatique, et le deep learning. Donc ici, quelques définitions. C'est quoi l'apprentissage automatique? C'est une forme d'intelligence artificielle basée sur les concepts mathématiques et statistiques qui permettent à un système d'apprendre à partir de données et non à l'aide d'une programmation explicite. Dans les anciens systèmes, qu'est-ce qu'on fait? Pour programmer l'intelligence, on fait ce qu'on appelle les systèmes experts. Je programme l'intelligence. Si, si, non. Si, si, non, si, si, non. C'est explicite. Mais maintenant, il y a la notion d'apprentissage. L'ordinateur peut apprendre selon plusieurs exemples. Rassembler une large quantité d'exemples afin de déterminer les schémas sous-jacents appelés les modèles. Le mot technique, c'est les modèles. Pour ensuite les utiliser afin d'effectuer des pronostics concernant de nouveaux exemples. Je donne un exemple. Estimer le prix d'une maison en se basant sur sa surface, le nombre d'étages, son emplacement. Il y a des simulateurs. Si vous voulez acheter par exemple une maison à Sétif, elle est plus chère qu'à New York, hein, en Algérie, même dans les villages. Très bien. Il vous donne un simulateur, il permet d'estimer la valeur réelle, basant sur plusieurs exemples. Sur le cours, par exemple, les courtiers, les sons prononcés. Pardon? Très bien, les paramètres ici, c'est des paramètres stochastiques. Très bien, c'est l'aléatoire. C'est l'aléatoire. Mais on peut estimer le prix. Non stochastique, stochastique aléatoire. Notre exemple, classer une image, voiture ou non. Voici un exemple. L'ordinateur est doté d'un système de reconnaissance. Donc c'est la vision par ordinateur. Je donne une image, il donne l'information, voiture ou non. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser la notion de l'intelligence artificielle qui est le machine learning. La première étape sera d'entraîner notre algorithme, notre modèle. Donc je récolte toutes les images concernant les voitures. Le système, ensuite, le modèle étant déjà entraîné, il va créer un modèle. On lui présente une nouvelle image qui n'était pas dans le jeu de données d'entraînement, il nous donne une réponse à partir de plusieurs exemples. Il existe plusieurs types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage supervisé, non supervisé, automatique, semi-supervisé, l'apprentissage en profondeur qui est le deep learning. Voici un exemple d'un apprentissage supervisé. Les données sont préalablement étiquetées par un expert. Un expert qui donne une description. Exemple, un expert qui donne la description, voiture ou non. Il possède plusieurs images, il donne voiture, non, etc. Selon son expérience. Dans le domaine médical, l'imagerie médicale, par exemple pour les pathologies. Une image pathologique, c'est un expert qui donne la description, une image pathologique, une image saine, etc. L'apprentissage est guidé. Exemple, déduire si une image médicale contient une tumeur en se basant sur des images de description. Quel est le problème ici? Le problème d'étiquetage de l'expert. J'ai mis ici la quantité d'images. Le médecin ne peut pas étiqueter des milliers d'images médicales. Donc, vu le coût, temps et le coût, hein, c'est une expertise. L'apprentissage non supervisé, automatique. L'algorithme est entraîné sur des données non étiquetées. Il n'y a pas d'expert. Il parcourt les ensembles de données à la recherche de toute connexion significative. Donc, c'est l'algorithme lui-même qui trouve les connexions entre les données. Exemple, clustering, utilisé dans la classification, la détection du spam envoyé par email. Dans les systèmes de messagerie, automatiquement, il va détecter le message comme un message, par exemple, mail ou spam, ou un message normal. Donc, il y a de l'intelligence ici.
Est-ce que le système est vérifié 100%? Presque oui. Presque à 100%. Parce qu'il trouve des informations significatives entre, par exemple, le destinataire, entre le message, le contenu de message, etc. Il y a l'apprentissage semi-supervisé. Donc, il combine les deux. Il y a l'expert qui fait l'étiquetage. Mais est-ce qu'il va faire l'étiquetage de toutes les images? Donc, si on fait l'étiquetage de toutes les images, on est dans le système supervisé. Très bien. Donc, il va faire seulement quelques échantillons. Quelques échantillons. Donc, combiner les deux approches, quelques données sont étiquetées seulement, permet de baisser le coût. On a le coût et le temps pour faire l'apprentissage. Voici un exemple. Vous travaillez sur l'image médicale. La détection de tumeurs. Qu'est-ce qu'il fait l'expert au début? Il va étiqueter manuellement quelques images. Imaginez, vous avez 1 million d'images. Donc, il prend, exemple, 1000 images comme exemple de test. L'algorithme non supervisé devine les étiquettes pour d'autres images. Ici, j'ai utilisé un algorithme non supervisé, automatique. Puis, toutes ces images et les étiquettes seront introduites dans l'algorithme d'apprentissage supervisé. Donc ici, on gagne un peu de temps d'exécution. L'apprentissage profond, c'est la tendance, le deep learning. Donc c'est presque les mêmes principes de machine learning, l'apprentissage automatique. La seule différence au l'une. Très bien. Donc il y a la quantité de données manipulées, beaucoup de données, beaucoup d'informations multidimensionnelles. Donc ici, les systèmes classiques ou les algorithmes classiques ne permettent pas de donner de bons résultats. On passe au deep learning. Donc pour faire la différence deep learning, vous avez beaucoup d'informations. Et il y a une remarque importante ici. Feature extraction, l'extraction des caractéristiques, elle n'est pas faite par l'expert. Il y a ce qu'on appelle une boîte noire. Comme utilisateur, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez les données au système, une boîte noire, qu'est-ce qu'il génère? Une sortie, une décision, etc. L'apprentissage profond nécessite une plus grande quantité de données, moins de pré-traitement, extraction, plus coûteux en temps de calcul. Généralement, on n'utilise pas des PC simples. Voilà. Il faut travailler sur le cloud avec plusieurs supercalculateurs très puissants, soit en termes de CPU, GPU, en termes de mémorisation. Donc les machines simples ne peuvent pas accomplir de telles tâches. L'utilisation de deep learning s'est accélérée au cours de dernières décennies. Pourquoi? La puissance du hardware. Maintenant, vous avez des supercalculateurs où vous pouvez tester, vous pouvez simuler, surtout pour les physiciens, les chimistes, vous avez beaucoup de calculs. Donc, il y a des supercalculateurs et la grande quantité de données manipulées. Maintenant, il y a beaucoup d'informations. Si vous prenez les images qui circulent sur le net, les vidéos, les enregistrements, les CCTV, les vidéos, etc. Beaucoup d'informations. Donc, on peut extraire de l'information pertinente. Les domaines d'application. Pour résumer, l'intelligence artificielle est appliquée partout. Je fais oublier la remarque. Elle est appliquée partout. Même Walid, il y a ce qu'on appelle les systèmes de recommandation. Recommande des systèmes. Par exemple, YouTube. Exemple, très bien. Donc, si on écrit dans YouTube, Walid. La prochaine fois, YouTube va proposer des vidéos relatives. Walid, Mohamed, Donc, c'est un système intelligent. Appelé recommande system, les systèmes de recommandation. Pour les films, la même chose, Netflix. Il va détecter votre profil. Il connaît votre profil, qu'est-ce que vous aimez, les tendances, etc. C'est des algorithmes très, très intelligents. Dans la vision par ordinateur, reconnaissance, la reconnaissance automatique de la parole, le traitement automatique du langage naturel, c'est des domaines. Très bien. NPL, c'est Natural Processing Language. Par exemple, dans la traduction automatique. La traduction automatique, c'est un domaine de recherche très large et très vaste. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les interférences, il y a les expressions idiomatiques. Je vous donne un exemple. حنا اللي هنا في سطيف يقول لك واحد حكمت قط. عبد النور حكمت قط واش معناه؟ حكمت قط. واش معناه؟
حاجه واعره لا فهمها عبد النور ولا هنا من لا ريجيون. Les expressions idiomatiques, c'est des expressions prononcées voilà, par une communauté. Si vous faites la traduction, imaginez l'anglais. Et cut, voilà, cut. Tu les fais passer. Donc ça, c'est un problème. Donc il y a des algorithmes très performants de deep learning qui permettent de donner une approximation à 90% ou plus pour la traduction automatique, pour l'interprétation instantanée, etc. Donc je vous donne un exemple. Le nom Hayat. J'ai vu mademoiselle Hayat dans la voiture avec des jumelles. شكون اللي عنده الجمل انا ولا هي؟ انا ثاني. J'ai vu avec des jumelles. قادر تكون j'ai vu mademoiselle Hayat avec des jumelles. هي مدايره les jumelles. Donc ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On passe à un autre niveau de traduction, ce qu'on appelle la traduction pragmatique, contextuelle. Le contexte, imaginez le texte. Donc, j'ai acheté des jumelles, etc. Il va déduire que les jumelles m'appartiennent. Très bien. Donc, c'est un domaine de recherche. Hey. C'est un domaine de recherche. On peut voir avec des lunettes de télescope, etc. En traitement d'image, l'intelligence artificielle est appliquée dans tous les processus. Filtrage, acquisition, segmentation, restauration, compression, tatouage numérique. Vous connaissez le tatouage numérique, en anglais watermarking. C'est quoi le watermarking? C'est pour sécuriser les informations, sécuriser une image, crypter une image. Exemple. Il existe déjà le domaine classique. Très bien, avant l'intelligence, mais ici c'est l'application. Le tatouage c'est quoi? Insérer une signature numérique dans votre document, son, vidéo, image. Pourquoi insérer par exemple la signature dans une image? À quoi ça sert? Très bien, pour les opérations de copyright. Exemple, la compagnie Mercedes, ils ont un prototype d'une voiture. Et s'il y a par exemple un système de piratage où il utilise cette image, on peut par exemple détecter que l'image appartient à la compagnie Mercedes. Il y a une signature numérique. Dans le domaine médical, l'imagerie médicale, elle est appliquée. À quoi ça sert? Vous avez une image IRM, exemple. Je donne la signature numérique. Copyright, à quoi ça sert? Pour l'émetteur et le récepteur. Information confidentielle. Confidentiel, très bien. Confidentiel. قال احنا مانيش حابل هذا يعرفوا الناس بلي راهم مريض بالكونسير اكسيتيرا. بصح كاينه حاجه اكثر. Très bien. La vérification. Vous avez une image de départ, transmission, par exemple dans le réseau ou dans le net, pour vérifier qu'il n'y a pas de changement entre l'image originale et l'image finale. Imaginez par exemple, il y a des erreurs de transmission, soit par une bonne ou une mauvaise action. Une mauvaise action, عندك pirate حاب يبدل l'information. Une bonne, par exemple, dans le système de transmission, le 0 devient 1, donc ça donne une autre information. Au lieu d'avoir, par exemple, un point ou une lésion dans l'image médicale, le médecin trouve une tumeur et il peut donner un faux diagnostic. Donc ça, c'est pour sécuriser. Très bien. Est-ce qu'il y a une modification? Très bien, très bien. C'est un cryptage. C'est un cryptage. Les domaines d'application dans l'imagerie médicale, ici, j'ai focalisé le travail sur ce qu'on appelle la chirurgie assistée par ordinateur. Vous connaissez la CAO, chirurgie assistée par ordinateur. C'est l'ensemble d'outils informatiques destinés à aider le chirurgien dans sa préparation et la réalisation d'une opération. Donc, aider le chirurgien. Qu'est-ce qu'on fait? On va construire un modèle virtuel de l'organe à opérer. Exemple, je vais opérer, exemple, le cœur. Quel est l'intérêt de faire cette opération par le robot assisté par un médecin? Quel est l'intérêt? La précision, très bien. L'accessibilité. Le robot peut accéder à des zones cachées, par exemple. Donc, je vais reconstruire le modèle 3D.
Voici un exemple. Pour la simulation, la planification du geste chirurgical. Imaginez pour les étudiants qui font la chirurgie. Ils ne vont pas opérer sur directement un objet réel. Donc, ils font des simulations sur l'objet virtuel, créé par le domaine de la CAO. Il y a ce qu'on appelle les robots chirurgicaux, améliorer la précision du geste et réduire au maximum les risques d'irradiation de tissus durant la radiothérapie pour bien focaliser les zones à traiter. Le robot est plus précis. Il y a ce qu'on appelle les robots qui fonctionnent en mode esclave. Ça veut dire quoi? Qui donne l'ordre? Le médecin, le spécialiste, l'expert. Qui fait l'action? Le robot. Il y a ce qu'on appelle le Da Vinci, c'est le plus connu. C'est un robot qui coûte 1 million d'euros, avec 120 000 euros par an pour des frais de maintenance. C'est de l'argent, le domaine médical. Opération Limberg 2001. Est-ce que vous connaissez cette opération? Limberg 2001. C'est la première opération assistée par ordinateur. La première opération en 2001. En 2001. La même chose. Le médecin est assis à New York, la patiente à Strasbourg, en France. À distance. Le robot à Strasbourg pour un problème de vésicule biliaire, le Murrara, et l'opération réussit 100%. C'est une date aussi révolutionnaire. Pourquoi ils ont choisi le nom Limberg? Limberg, c'est le nom de l'aviateur, le premier aviateur qui a traversé l'Atlantique, de New York à Paris, en 1927. Là. Donc, juste pour rendre hommage à cet aviateur. C'est la première opération. Donc, là, je sais la question, quelle est la technique de connexion? Mais Algérie Télécom. Donc, c'est des connexions spécialisées. Alors, bien sûr. Donc, là, c'est des domaines là, de précision. Donc, la faute, elle est irréversible. Donc, c'est des connexions spécialisées, assistées aussi. C'est sûr qu'ils ont ici ce type d'opération avec les animaux Avant? Ils ont ici ce type d'opération avec les animaux avant de la réaliser avec un être humain. Bien sûr, à distance. Bien sûr. Donc, ils font des tests, par exemple, sur des animaux, etc. Donc, regardez bien la précision. Donc, c'est des domaines d'application. Il n'y a pas la recherche pour la recherche. Ah, très bien. C'est des entraînements, c'est des tests. Donc, regardez bien. Il existe des robots autonomes. Il n'y a pas d'intervention du médecin. Juste, il y a un opérateur. Comme le CyberKnife, qui fait la radiothérapie. Vous le connaissez. Le CyberKnife s'adapte en temps réel au mouvement involontaire du malade. Lorsque le malade bouge, directement, il change soit l'angle ou il s'arrête. Donc, il y a une forme d'intelligence dans ces robots. Dans le domaine de l'image satellitaire, pour, par exemple, traiter les images des zones agraires, l'agriculture, etc. Dans le domaine du robotique, ici, je vais vous montrer la vidéo du système de... Vous connaissez Alibaba? Alibaba. Exactement. Très bien. Regardez bien ces robots qui permettent de trier les colis. Ils ont des millions de colis par jour, Alibaba. Le robot directement avec un système de reconnaissance, il va reconnaître l'adresse et puis il va classer les colis selon le pays de destination. C'est la vision par ordinateur. Regardez bien. C'est une matrice. Voilà. C'est la précision, les systèmes de reconnaissance. Donc ça, c'est un exemple du système. Sorting, c'est le tri
automatique. Dans le gaming, les compétitions qui se font entre les robots, côté robotique, c'est des championnats du monde avec la notion de vision et de perception. Dans le côté biométrique, comme la détection des visages, la reconnaissance faciale, les empreintes digitales, l'iris recognition, etc. Dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle, juste pour faire la différence. بالعربية يسميه الواقع الافتراضي تسمعوا به بزاف. C'est quoi والله المحاكاة افتراضية. C'est quoi la réalité virtuelle? C'est créer une scène virtuelle. Une scène virtuelle. Exemple, dans les jeux, dans les films, je vais créer, c'est un domaine de recherche aussi. Et applicatif, hein. Il y a des logiciels qui permettent de créer ça. Il y a ce qu'on appelle augmented reality. La réalité augmentée. بالعربية الواقع المعزز يسميه والله المدعم. Regardez bien la différence. En réalité virtuelle, tout est virtuel. L'environnement, tout est virtuel. En réalité augmentée, on va insérer, regardez bien, un objet virtuel dans une scène réelle. La scène, elle est réelle et j'insère un objet virtuel. Voici un exemple. Très bien, les applications, les frappes mobile tech. Donc vous donnez là la perception de la réalité, l'objet réel, et on insère un objet virtuel. Je vous donne un exemple. Il y a ce qu'on appelle les pubs personnalisées. Les pubs personnalisées, lorsque vous vous baladez par exemple dans la rue, vous mettez les lunettes virtuelles. Les lunettes virtuelles. Lorsqu'on passe devant un panneau publicitaire, la pub sera affichée selon votre profil. Si vous aimez par exemple le sport ou les équipes sportives, la pub est personnalisée. Si vous aimez Walid, Omar Ben Omar, Qahwat Aroma, etc. Donc ça, c'est un domaine applicatif et réel. Je vais citer en France un réacteur nucléaire. Très bien. Les musées. Il y a le danger et tout, donc on ne peut pas aller... Très bien, très bien. Très bien. Les sites archéologiques, pour la dame qui travaille sur le domaine géologie, il y a des visites virtuelles, guidées, très bien. Très bien, très bien. Il y a ce qu'on appelle les domaines de flight simulator, les simulateurs d'avion. Au lieu d'acheter un avion pour s'entraîner, il y a un système de vision par ordinateur. En 2016, le système LeapNet est basé sur le deep learning, parvient à lire à partir des lèvres. Vous connaissez la lecture labiale à partir des lèvres. Donc c'est un système très performant où on peut lire à partir des lèvres. Donc on peut faire une description, on peut aider les sourds-muets. Là, dans le département, on a proposé un sujet de master où les étudiants ont développé une solution qui n'est pas basée sur l'intelligence, basique. On travaille avec les systèmes de reconnaissance des gestes des sourds-muets. Par exemple, bonjour, je ne sais pas, bonjour. Le système va détecter l'objet, il va faire une segmentation et faire une correspondance avec la base de données. Le mot, il écrit bonjour. Ou l'inverse, je donne le texte et l'avatar, un avatar créé par la réalité augmentée ou virtuelle, il fait le geste. Donc ça peut aider beaucoup de gens. La lecture labiale classique, elle est utilisée où exactement? Ça, très bien. Pour lire sur les lèvres dans les présents, il y a ce qu'on appelle... très bien. Les matchs, très bien, les footballeurs. شتوهم les footballeurs. حنا في الجزائر عندهم ما يلعبوش مليح هو ما عنده خطة ما عنده والو عنده برك. Regardez bien, il y a le domaine de light tracking, l'oculométrie en français. C'est la détection du mouvement, très bien, oculaire, mouvement de l'œil humain. Ici, un exemple du CV. C'est une expérience réelle. Sur plusieurs CV, ils ont remarqué que votre recruteur, il va regarder seulement dans ces zones sensibles, en rouge. Ça veut dire quoi? Il faut mettre les informations essentielles dans ces zones. هذا اللي يشوف فيهم. كيما لهنا اللي شتات راك عندك جائزة نوبل في ليماجري ميديكال تكتبها لهم هنا والله ما يشوفك. يطيش il jette les CV. Donc il y a une moyenne de 6 secondes. 6 secondes pour voir votre CV. Il faut avoir un CV bien écrit, très bien présenté. La colorimétrie pour la maturation
des légumes, etc. C'est des systèmes automatiques. Hop, ils calculent la couleur, analyser la couleur pour donner une décision. Est-ce qu'il faut faire la cueillette ou non? Ici, il y a un système de surveillance, dans tout type de surveillance, soit pour les CCTV. Voici ici un exemple, ici, la détection d'un loup qui s'approche d'une zone sensible, mouton, chèvre. Ici, le loup est écrit 96%, il est détecté à 96%. Il y a une certaine tolérance, on peut fixer ça. Par exemple, à 80%, très bien. Il faut lancer un système d'alarme. Il y a cette compagnie française qui est spécialisée dans le développement de solutions. Comme il faut faire la recherche pour le domaine socio-économique. La recherche pour la recherche n'aboutit à rien. Donc il faut faire la recherche pour le côté industriel. Ici, cette compagnie française, elle est spécialisée dans le développement des solutions avec le deep learning et machine learning pour les problèmes de traitement d'image. Regardez bien les résultats. En radiologie, l'entreprise française Therapixel a entraîné un réseau conventionnel profond, il y a un deep learning, sur 640 000 mammographies d'un challenge mondial et a remporté la compétition en distinguant la mammographie suspecte des normales mieux que tous ses concurrents, il y a le logiciel. Son logiciel surpasse aujourd'hui les performances des radiologues experts, seulement pour les mammographies. La question qui se pose, est-ce qu'on peut remplacer le médecin par un robot? Oui. Oui, impossible. Donc, c'est l'aide dans la décision. Le robot va aider. Très bien. Parlez. Je pense que la période اللي رانا فيها دركا surtout مع الكوفيد بيسك قاعدين نشوفوا في حوايج بزاف اللي قاعدين يتبدلوا اون جينيرال احنا قلنا كاين انتيليجنس ارتيفيسيال جوست قاعده تهز في حوايج من لاتر هيومان نقولوا باغ اكزومبل لو طون. Très bien. مي دوكا رايحين فيغ الايموشنال اسبيكت. Très bien. Donc, c'est comme une perspective. Mais, تفضل. Perspective, I think this is the new orientation of the Yeah. artificial intelligence. Yeah, bien sûr. تفضل. عيط شوية برك بيس. Je pense que pour le futur, Futur. concernant l'intelligence artificielle, ils ont remplacé tous les domaines exacts, bien techniques. Bien sûr, comme perspective, oui. Mais sauf les domaines Très bien, critique. social et philosophique. Je pense Philosophique, bien que sûr. les domaines Très bien. Pardon, juste بركة Oui. بكري كانوا كيهزوا لي سي في تاع الناس يشوفوا على الاي كيو. Très bien, IQ. دوكا كاين دوكا عاد الاي كيو ايموشنال انتليجنس. Très bien. اي بليف مش الناس كامل C'est un domaine. ديفلوبيو فيه الايموشنال Émotionnel. Très bien. مي ايفن حنا كوم دي زاتر هيومان ما حناش اسي ديفلوبي. Très bien. Donc, c'est les machines. نشوفوا الماشين تشوف لي فيغور تاع لعبه تعرفوا بلي هذا Très bien. C'est les profilers. On les appelle les profilers. À partir de votre visage, votre mimique, les réactions, ils vont détecter votre caractère, votre comportement. Très bien. Le langage corporel. Pardon? Très bien. C'est les profilers. Profilers. Très bien. La lecture pour les détecteurs de mensonges. Il y a des systématiques aussi. Donc, à partir du mouvement de l'œil humain, les mimiques, les expressions faciales. Maintenant, regardez bien, selon l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en 2016, il y a 49% des brevets déposés dans le cadre de l'IA concernent la vision par ordinateur. 49%. Pourquoi? C'est un domaine porteur. Parce qu'il s'agit d'un spectre très large de marchés et de solutions qu'elle s'adresse. L'image entre partout, le côté médical, l'industrie, la réalité augmentée, télédétection, surveillance, robotique, etc. Et les big data présents, le côté multimédia, beaucoup d'informations qui circulent. On peut les utiliser pour extraire des informations significatives. Bon, voici quelques outils qui veulent, par exemple, les gens qui veulent travailler sur l'intelligence artificielle, le traitement d'images. Il y a le OpenCV Computer Vision, c'est des bibliothèques écrites en C++. Lorsqu'on dit un framework ou une bibliothèque, c'est quoi? C'est un ensemble d'algorithmes prédéfinis. Vous, en tant que physicien, vous n'allez pas réinventer la roue. Juste, il faut appeler des fonctions, des algorithmes qui existent.
il faut l'utiliser. Il y a Python Libraries. Python, c'est un langage de programmation qui possède des librairies destinées au traitement d'images. Pour les outils de machine learning and deep learning, vous avez le TensorFlow, PyTorch, écrit en C++, les toolbox de MATLAB et d'Octave. Ici, j'ai mis Octave. Demain, Inch'Allah, vous aurez un TP. Pourquoi Octave? C'est open source. Open source, free. La licence de MATLAB, le dernier prix, c'est $2300. La licence complète. C'est beaucoup cher. Par contre, Octave, il est similaire au MATLAB presque à 90% de la syntaxe. Il y a le Google Cloud Vision. C'est des outils qui permettent d'intégrer ou de développer des solutions de l'intelligence de machine learning and deep learning développées par Google. Il y a le Google Colab, Collaboratory Google. Il permet à n'importe qui d'écrire et d'exécuter son code Python, son choix par le biais d'un navigateur. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit sur le deep learning ou machine learning? On ne peut pas travailler sur des machines simples parce qu'il y a beaucoup d'informations, soit côté mémorisation, et beaucoup de calculs. Donc Google a développé des solutions, soit des solutions free et des solutions payantes. Free, c'est limité. Hein? Très bien, très bien. Ou des solutions payantes, vous payez, ils vous donnent un accès dans leur serveur très puissant, vous faites le calcul et vous aurez des résultats très performants. Ici, j'ai choisi le thème, les algorithmes bio-inspirés, c'est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle, les algorithmes bio-inspirés. C'est des algorithmes qui donnent des résultats très performants dans le domaine de l'ingénierie. C'est quoi la bio-inspiration? C'est des algorithmes qui sont inspirés ou imitent plusieurs processus naturels tels que la biologie, la physique, l'éthologie. L'éthologie, c'est quoi? C'est la science d'étude des espèces animales, le comportement des espèces animales, appelée l'éthologie. Étudier et imiter les différents phénomènes, les différentes fonctions et modèles des êtres vivants. Domaine d'application dans tous les domaines. On peut appliquer les bio-inspiration. Maintenant, pourquoi la tendance vers les algorithmes bio-inspirés? Donc, on a laissé l'homme à côté, c'est l'intelligence artificielle. Et une sous-catégorie, c'est les algorithmes bio-inspirés, les algorithmes des espèces animales, d'un comportement, d'un phénomène physique, d'un phénomène écologique. Pourquoi le choix? Sur les solutions, la simplicité, la simplicité. L'intelligence humaine, elle est très compliquée et complexe pour comprendre le cerveau humain, soit du point de vue anatomique ou fonctionnel. Le cerveau, c'est la partie la plus compliquée. Donc les savants, ils ont simulé, c'est l'intelligence artificielle, le comportement d'apprentissage, learning, etc. Mais on ne peut pas comprendre à 100% le fonctionnement du système. On ne peut pas imiter l'être humain. On a passé à une autre catégorie, c'est les créatures. Les créatures ici, ils ont des principes simples, mais qui sont d'auto-organisation, la faculté de travailler en parallèle, le parallélisme. Il y a ce qu'on appelle l'émergence. Elle concerne plus que la somme de ses parties. Les systèmes multi-agents. Très bien, les systèmes multi-agents, donc c'est le côté informatique. Je vous donne un exemple. Vous connaissez les termitières. C'est des nids construits par les termites, les fourmis blanches, appelées les fourmis blanches. Donc ces fourmis, du point de vue créature, c'est une particule simple. Mais lorsqu'elles travaillent ensemble, elles mènent à des solutions ou à des créatures gigantesques. Donc ici, la notion de l'émergence, c'est quoi? On ne peut pas prédire le comportement de l'ensemble par l'analyse de ses parties. Je prends un exemple. Vous avez 20 individus, 20 particules, 20 termites. Si chaque termite, par exemple, ramène 1 gramme de nourriture, un seul gramme, 20, quelle est la somme? 20 grammes, non, plus de 20 grammes. Donc la somme, voici la définition. L'ensemble fait plus que la somme de ses parties. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction entre les agents, entre
les particules. Donc, ils vont développer une autre forme d'intelligence appelée swarm intelligence, l'intelligence collective des particules. C'est des agents simples, décentralisés, aucun superviseur. Aucun superviseur. Lorsqu'on regarde une nuée d'oiseaux, est-ce qu'il y a un guide, un superviseur? Non. C'est l'auto-organisation. Robuste, la tâche est complétée même si les individus échouent. C'est la tolérance aux fautes. Flexible, etc. Donc, voici la citation de Kevin Kelly, un auteur américain. Qu'est-ce qu'il dit? Them parts properly connected in the swarm yield to swarm smart result. C'est des entités, entre parenthèses, stupides ou bêtes, qui mènent à des résultats intelligents. Donc, ça, c'est l'émergence. Si on prend l'exemple d'une fourmi, par exemple, ou d'un insecte, il est petit, mais lorsqu'ils travaillent ensemble, ils mènent à des résultats extraordinaires. Voici le nombre de publications pour le domaine Bio-Inspired Optimization. On remarque que c'est un domaine porteur. Les algorithmes sont divisés, sont classés, la taxonomie, sont classés en 4 catégories généralement. Les algorithmes évolutionnaires, comme le fameux algorithme génétique. Les algorithmes basés sur le swarm, les algorithmes basés sur les phénomènes physiques et écologiques. Donc ici, c'est une synthèse qui a été faite par mon étudiant en master. Il a récolté presque tous les algorithmes bio-inspirés avec l'année de publication. Donc il y a une centaine d'algorithmes. La question qui se pose, qui propose ou... Fadal? PSO. Très bien. J'ai appliqué GQPSO. Très bien. Pour bien sûr optimiser un problème dans le traitement d'image. C'est par rapport au améliorer la qualité d'image par l'estimation des paramètres de régularisation. Très bien. Donc les paramètres. De ce algorithme. Mais j'ai eu des difficultés de combiner. Très bien. La méthode de reconstruction. Très bien, très bien. Les algorithmes, bien. Avec ce algorithme. On va revenir sur ce point. Très bien. Donc le problème de modélisation. C'est la phase la plus importante. Comment passer du monde réel, vous avez un problème physique, et vous voulez le modéliser en équation mathématique ou en algorithme bio-inspiré. C'est la phase la plus difficile. Donc ici, il faut faire sortir la fonction objective. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut minimiser? Très bien. Qu'est-ce qu'il faut maximiser? Très bien. Très bien. Et voir les contraintes, voir l'espace de recherche, ça c'est une étape cruciale. Les exemples, il y a ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, un ensemble d'individus. Imaginez ici, on veut minimiser la fonction 1 moins x au carré, avec des individus sur 4 bits. Quelle est la plus grande valeur? 1 partout, qui est le 15, 15 puissance 2, 225, 1 moins 225, c'est le moins 224. Ça, c'est l'optimum global, on l'appelle l'optimum, la meilleure valeur. Au début, on va faire ce qu'on appelle la sélection. On va choisir les parents pour l'étape de reproduction. Les parents, ils vont générer. Très bien. Très bien. Il y a plusieurs techniques de sélection. Il y a l'aléatoire, par la roulette. Très bien. Random, il y a ajusté. On peut choisir les meilleures solutions. Les deux solutions donnent les fils ou les enfants. Puis, il y a ce qu'on appelle la mutation. بالعربية, la mutation. La mutation. الطفرة الوراثية. الطفرة الوراثية. Je donne une valeur aléatoire. Pourquoi? Pour parcourir l'ensemble de l'espace de recherche. Je vous donne un exemple. Imaginez que cette salle est l'espace de recherche. On va chercher un objet, par exemple le pointeur. Si on travaille ensemble comme 20 individus, on va se focaliser sur un espace, ici. Et on va améliorer les solutions. C'est une convergence. À chaque fois, on remarque que les solutions se trouvent seulement dans cet espace. Pour faire sortir, on appelle ça l'étape d'exploration. Voir d'autres zones promoteuses où il y a de bonnes solutions. Je vais ici utiliser la notion de l'aléatoire. Je donne une valeur aléatoire, 1 ou 0, ou changer plusieurs bits, on se retrouve dans un autre espace de recherche. Bon, 10 minutes. Très bien, le PSO, Particle Swarm Optimization, c'est un algorithme connu. C'est le fameux algorithme utilisé pour les swarms, développé en 1995. Donc ici, la particule, elle se déplace dans l'espace selon 3 composantes.
Voici la vitesse en t plus 1, la prochaine destination. Elle est basée sur la vitesse actuelle. Elle possède une vitesse, mais il y a une influence. De quoi? Vers ma meilleure performance. Donc, elle a une mémoire. Elle a visité l'espace de recherche. Elle contient une valeur où elle a trouvé la meilleure performance à la recherche de la nourriture. Ça, c'est dans la réalité. Nous, en tant qu'informaticiens ou mathématiciens, on cherche la solution optimale, l'optimum. Le PSO. Bon, pour le PSO, l'inconvénient, c'est dans le choix de la distribution initiale, les paramètres. Très bien. Donc, il y a beaucoup pour chaque méta-heuristique. Il n'y a pas une méthode générique parfaite. Mais, contrairement aux algorithmes génétiques, le PSO, il n'y a pas de mécanisme de sélection. Donc, on ne va pas éliminer les individus. Si on commence avec 20 particules, l'algorithme, après son itération, il termine avec 20 particules. On ne va pas éliminer. Le problème de l'algorithme génétique, il peut éliminer de mauvaises solutions qui peuvent devenir de bonnes solutions avec le temps. Donc, il va éliminer. PSO, non. On garde le même nombre. Je commence par n et je termine par n. Donc, le simulateur ici, les nuées d'oiseaux, à la recherche de quoi? De la nourriture, un site promoteur. Pour notre cas, je cherche l'optimum, la meilleure solution. Voici un simulateur qu'on a développé avec un étudiant master. C'est une application simple, mais un simulateur de l'algorithme PSO. Regardez bien la solution développée. On commence par des individus répartis random, aléatoirement. Bon, on s'arrête. Regardez bien. Pour notre cas, les cercles en bleu représentent les particules. En rouge, c'est la solution recherchée. Au début, qu'est-ce que vous avez remarqué? Les particules sont distribuées aléatoirement et à chaque fois, il y a une convergence vers le site promoteur. Donc ça, c'est une simulation de l'algorithme PSO. On remarque à chaque itération, il y a une amélioration de solution jusqu'à l'arrivée ou la convergence vers l'optimum. Très bien, best solution. Global best solution. Global best solution. Très bien, c'est PSO. Bon, il y en a d'autres. Quand je suis PSO, il y a plusieurs. Très bien, sous-variantes, des variantes de PSO. Très bien, de dizaines de variantes. Bon, l'application pour notre cas, regardez bien, c'est la partie un peu technique. J'ai considéré le problème de segmentation des images IRM cérébrales. C'est notre problème. Pourquoi segmenter les images cérébrales? Pour partitionner l'image en régions, séparer les différentes structures cérébrales, comme les liquides céphalo-rachidiens, la matière blanche, la matière grise, les lésions, les pathologies, le fond, etc. Donc ça, c'est l'objectif principal, segmenter une image. Pourquoi segmenter? C'est pour le contourage en radiothérapie. Très bien, il aide le médecin. L'analyse de la géométrie, c'est la morphométrie appelée, cette science, la morphométrie. Calculer, par exemple, la superficie d'une zone, calculer le volume d'une zone, pour voir l'évolution de la pathologie. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a une réduction de zone? Les limites de la segmentation manuelle. Pourquoi on a utilisé les systèmes automatiques? Pourquoi on utilise l'ordinateur? Très bien, le temps. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de quantités. Voici quelques statistiques que j'ai pu recueillir avec NSC. C'est le ministère de la Santé en Angleterre, c'est National Health Service. Donc 40 millions d'images médicales en un an. En Algérie, la seule statistique, c'est presque une estimation de 60 000 nouveaux cas de cancer en 2025. 60 000 nouveaux cas. Imaginez pour chaque cas combien d'images médicales. Donc c'est une grande quantité d'informations. La problématique est liée pour les images IRM cérébrales à l'anatomie du cerveau qui contient des structures enchevêtrées. Ça veut dire quoi? Elles se cachent. On ne peut pas visualiser toutes les structures. Donc ça, c'est un problème. La forte variabilité anatomique, il y a un changement. Si vous prenez une image à un instant T, après 20 jours, avec une pathologie, ça donne une autre information.
Pour la nature des images IRM, vous êtes mieux placé pour le problème des artefacts, par exemple l'inhomogénéité de la radiofréquence, RF. Ici, le problème de caractérisation, le problème de la résolution spatiale. Voici un exemple. Vous avez deux tissus, en blanc, tissu A, et en violet, le tissu B. Donc, si vous faites la numérisation, le pixel ici, est-ce qu'il contient une seule couleur? Non, deux tissus. Ici, il est appelé mixel. Mixel, mélange de pixels. Et du point de vue information, il donne une information erronée. Les méthodes de segmentation, il y a des méthodes classiques, la détection de contours, le seuillage, etc. Il n'y a pas une méthode générique. Ça veut dire quoi une méthode générique? Qui est applicable pour tout type d'image. Pour chaque image, pour chaque type, il faut développer très bien. Pour chaque type d'image, il faut proposer des solutions. Pour notre cas, on a travaillé avec l'algorithme FCM basé sur la logique floue. Vous connaissez un peu la logique floue? La logique floue. Fuzzy Systems. Donc ici, on considère les cercles en orange ici comme des pixels. En vert, c'est les centres de classe. On va classer les pixels selon la distance au centre de classe. L'algorithme commence par le calcul de degré d'appartenance. Cette matrice est appelée Membership Matrix, la matrice des degrés d'appartenance, qui donne l'appartenance de chaque pixel par rapport aux différentes classes. Ici, le premier pixel appartient à 0,02, à 0,80 et à 0,18. Il y a une notion de relativité. À chaque fois, les centres bougent et on fait une itération pour minimiser cette fonction objective. L'initialisation aléatoire des centres de classe provoque une convergence prématurée. Ça, c'est un problème principal pour cet algorithme. L'initialisation, au début, elle est aléatoire. Donc, on a proposé d'utiliser un système bio-inspiré pour donner les centres initiaux. Ça, c'est la contribution, utiliser le PSO, une autre variante du PSO, pour générer les centres initiaux. Donc ici, la position de chaque particule est formulée sous forme de matrice ici. La position de chaque particule est représentée sous forme matricielle. À la fin, lorsqu'on termine l'algorithme FPSO, il y a des centres qui seront utilisés comme bootstrap, comme des données d'entrée à l'algorithme FCM. Pour la fonction objective, il faut toujours, pour un problème d'optimisation, il faut avoir trois choses. La fonction objective, les contraintes et l'espace de travail. Pour notre cas, on a pensé à utiliser une fonction qui est basée sur les indices de validité. C'est quoi les critères? Très bien, evaluation, voilà, fitness. Donc ici, on va minimiser cette fonction selon les formules de PE, PC, alpha et bêta. C'est des critères d'évaluation connus pour le problème de classification. La meilleure classification pour l'entropie minimale est partition coefficient maximal et la distance intra- et interclasse minimale est bêta maximale. L'idée, donc, est d'avoir une valeur de numérateur petite ou faible avec une grande valeur de dénominateur. Quelle est la bonne partition qui minimise cette fonction objective? Pour tester l'algorithme, on a utilisé plusieurs volumes générés par le BrainWeb. Vous connaissez le simulateur BrainWeb. C'est un simulateur en ligne qui permet de générer des images synthétiques. Et on a appliqué aussi sur des images réelles avec 181 coupes, avec des images de différentes modalités, T1, T2, densité de protons, et différentes coupes axiales, coronales et sagittales. Voici les résultats visuels. Ici, on remarque que l'algorithme a pu détecter le liquide céphalorachidien. Par contre, par la méthode FCM, le liquide est considéré comme un fond background. Ici, la même chose, le LCR est bien caractérisé. Ici, en FCM, le FCM a classé une partie de la matière blanche comme appartenant au liquide céphalorachidien. Donc c'est faux, c'est une mauvaise classification.
Donc ça peut tromper le médecin ou l'expert. Ici, c'est une bonne classification. On a obtenu les mêmes résultats, FCM et FPSO, pour des images où il y a beaucoup de bruit et beaucoup d'inhomogénéité de la radiofréquence. Donc pourquoi on a obtenu les mêmes résultats? Il y a beaucoup de bruit. Donc sans utiliser des algorithmes de filtrage. Hein. Donc on peut faire un pré-traitement, puis on passe à la segmentation. Pour les indices de validité, c'est des mesures statistiques. On remarque que l'algorithme dépasse l'algorithme traditionnel. Et ici, pour le bruit 5%, 40%, on trouve presque les mêmes résultats. Je termine par la citation de Albert Einstein. Look deep into nature and you will understand everything better. Regardez plus profondément dans la nature et vous allez mieux comprendre les choses. Merci pour votre attention. Question, est-ce qu'il y a... Bon, donc j'ai changé un peu le rythme. Hein. Interaction pendant le cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc pour le problème de l'optimisation en général. Très bien. Très bien. Donc vous avez trouvé un problème de modélisation. Toujours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier votre problème physique ou problème chimique. Très bien. Déterminer les entrées. Qu'est-ce que vous cherchez? Quelles sont les sorties? Généralement, pour les systèmes physiques, je pense, ils ont des systèmes à plusieurs paramètres. Donc, on peut utiliser un algorithme pion inspiré pour estimer les meilleurs paramètres. Donc, c'est une idée. Mais il faut trouver la formule, la fonction objectif. Bon, j'ai une seule question. Si on veut créer un système bio-inspiré, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Par exemple, vous avez l'algorithme BW, Black Widow Optimization Algorithm. Donc cette année, on a proposé un sujet, Black Widow. Black Widow, c'est veuve. بالعربية يسميوه العنكبوتة المطلقة مش مطلقة الأرملة قالها دونك هذه مش أوهن البيوت كما كانوا الناس متصورينها سي الشبكة تاع العنكبوت نو دونك شوفوا كيفاه الفمال elle tue le mâle très bien cas social relationnel ou c'est un algorithme très performant donc on a essayé sur des benchmarks sur des fonctions à optimiser et on a obtenu de très bons résultats. Donc, l'idée ici est de faire de collaboration avec des physiciens, des biologistes par exemple. C'est eux qui connaissent le domaine réel. En tant qu'informaticien, qu'est-ce que je fais? Je peux programmer. En tant que mathématicien, on peut modéliser. Je vous aide dans les fonctions, etc.